du groupe de l'Indus. On va parler aujourd'hui de l'impact et la valeur de la digitalisation du processus KYC et notamment aussi amener certaines réflexions concernant les actifs traditionnels, mais aussi, surtout, les actifs virtuels. Mon nom est Franck Ossic, je m'occupe de tout ce qui est Cloud Applications Data AI chez Telindus. Et dans ce cadre aussi de tout ce qui concerne la digitalisation des processus clients et notamment le KYC. Et je vais peut-être demander à Stéphane de se présenter rapidement. Oui, merci. Merci Franck. Bonjour à tous. Je suis Stéphane Leloup, donc je suis le Head of Compliance de la Bourse de Luxembourg. Merci de votre présence. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Effectivement, les actifs virtuels, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors, on le voit avec le prix du Bitcoin, par exemple, et beaucoup d'établissements financiers ont des clients qui tirent une partie substantielle de leur fortune de la revente de crypto-monnaies. Ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions en matière de KYC, Know Your Customer, de suivi des transactions, d'où la nécessité, je crois, de digitaliser certains process et notamment l'approche basée, notamment l'appréhension des risques et puis le suivi des transactions sur les cryptos. Moi, j'ai travaillé dans ce domaine crypto pendant à peu près 5 ans. C'était mon emploi précédent. J'ai travaillé pour Bitstamp, qui est une des plateformes mondiales de vente d'actifs virtuels. Voilà. Ok. Alors, quelques éléments d'organisation. Donc, nous avons prévu plus ou moins une quarantaine de minutes, 35-40 minutes, plus un temps pour des questions-réponses. La présentation qui sera un peu complétée vous sera envoyée par la suite. Donc, voilà. Et en fait, on a saupoudré un peu cet élément de quelques questions qu'on va vous poser à vous, en fait, des sondages. Et je voudrais commencer par afficher, en fait, le premier sondage, en fait, dont la question est, voilà, en fait, au cœur de ce que nous allons faire. Hop, je vais passer au prochain slide. Voilà. Alors, la question de ce premier sondage qui va, en fait, s'afficher d'ici peu, c'est quel est, selon vous, le coût annuel du processus KYC pour les institutions financières? Voilà, donc c'est une question qu'on pose au public avec plusieurs possibilités. Donc, ça va s'afficher, j'espère, d'ici peu ou pas. Ok. Donc, la réponse A, ce serait donc 100 milliards d'euros par an, 500 millions d'euros par an pour la réponse B. La réponse C, 420 milliards d'euros par an, ou la réponse D, 250 milliards d'euros par an. J'espère que ça va s'afficher. Bon, ça n'a pas l'air de s'afficher du tout. Bon, écoute, moi je pourrais peut-être refaire le sondage après. Je pense qu'on rentre tout de suite dans la matière. En fait, on va parler tout de suite des challenges liés au processus KYC. Donc, on voit d'un côté, en fait, si on va en haut à gauche, que les pénalités pour tout ce qui est KYC augmentent de plus en plus. On voit que la durée du processus KYC a tendance à se prolonger. Donc ça, ce sont des contraintes un peu qui en fait, sont ralentissantes d'une certaine façon. Et je ne sais pas, Stéphane, toi, tu observes ça aussi, naturellement, dans ton métier. Tu as l'impression que, en fait, que c'est devenu plus compliqué, plus difficile de faire du KYC ces dernières années? Alors, je dirais que, on le voit tous, il y a une pression réglementaire qui est de plus en plus forte de la part des régulateurs, alors que ce soit la CSSF au Luxembourg, notamment dû à la visite imminente du GAFI au Luxembourg, enfin, ce sera pour la fin de cette année, peut-être début de l'année prochaine, et également dans d'autres juridictions comme la France ou la Belgique. Donc, en fait, faire du KYC, ça devient plus technique parce qu'on a de plus en plus d'informations à digérer, parce qu'on a de plus en plus d'informations à demander. Et comme vous le savez tous et toutes, il y a la fameuse analyse des risques, la fameuse matrice de risque qu'on doit mettre en œuvre, eu égard à l'approche basée sur le risque. Et ça nécessite vraiment d'avoir des outils pour pouvoir, je dirais, synthétiser l'ensemble des informations qu'on reçoit pour les ajuster à notre matrice de risque, pour pouvoir ensuite avoir, vous savez, la classification des clients en low risk, medium risk et high risk, et donc déployer un KYC approprié à chaque niveau de risque. Et je crois qu'en fait, le processus de digitalisation du KYC, c'est essentiellement cela. C'est non seulement être capable de recevoir de façon digitale les informations KYC que vous demandez, alors copie de carte d'identité, Certificate of Incorporation, Trust Deed et autres documents, mais aussi, et c'est ça vraiment, je crois, la valeur de la digitalisation, c'est d'être capable d'intégrer tous ces documents-là dans votre matrice de risque pour pouvoir avoir une vision d'ensemble des risques présentés par l'ensemble de vos clients.
crois que c'est ça le grand défi et ce qui est aussi demandé par nos régulateurs, c'est d'avoir la capacité de traiter toutes ces informations pour avoir une vision claire des risques. Et la digitalisation, justement, c'est ça qui va nous permettre d'accomplir ce qui est demandé en ce sens par les régulateurs. Oui. Alors, ils sont devenus effectivement plus demandeurs, notamment pas seulement sur ce que j'appellerais l'information de onboarding, mais aussi, ils veulent aussi savoir ce qui se passe. Il y a des flux, ils veulent être informés sur les flux qui sont potentiellement suspicieux. Ils veulent en être informés rapidement. Ils veulent voir des suspicious transaction reports, des suspicious activity reports. Tout ça, on va en parler un peu plus tard. Généralement, ça requiert aussi un nouveau package technologique, en fait, parce que c'est très faisable manuellement. Mais si on voit sur ce panneau qu'on présente aussi, il y a deux autres éléments intéressants. On voit à gauche, en fait, que de plus en plus de clients prennent donc finalement, consomment les produits financiers en hybride, ça veut dire en partie offline et online. Et on voit surtout qu'ils vivent en moyenne 6h43 par jour en ligne, en fait. Donc, finalement, c'est là que la consommation se passe. Ça, c'est effectivement une contrainte grandissante, surtout depuis qu'on a le Covid. Non. Oui, et puis, je crois que… oui, alors, on passe du temps, on passe tous du temps sur nos ordinateurs pour faire nos process de KYC. Et tout ça, ça prend du temps. Et ça, c'est aussi un point de friction pour les clients. La durée du processus KYC, alors peut-être que Franck, je crois que tu en parleras tout à l'heure, la durée du processus KYC, c'est un point de friction. Alors on le voit, les clients sont de plus en plus pressés pour ouvrir des comptes. Je vois dans le domaine des fonds d'investissement, notamment, le domaine des transfer agents, ouvrir un compte, il faut aller de plus en plus vite. Et la digitalisation, justement, je crois que ça permet d'accélérer vraiment les choses en termes d'approche basée sur le risque. Et pour décider rapidement si finalement vous allez procéder à une approche simplifiée, c'est-à-dire si vous allez demander finalement très peu d'informations à votre contrepartie, si par exemple votre contrepartie c'est une banque localisée dans une juridiction équivalente au Luxembourg en termes de lutte anti-blanchiment, voilà, vous aurez très peu de documentation à demander, vous pouvez passer par une approche simplifiée qui pourrait être quasiment automatisée. Par contre, si votre client il est localisé dans une juridiction un peu plus à risque, et puis si c'est un trust ou une fondation dans un pays non équivalent, là, il y aura plus d'informations, bien entendu, à demander. Et le process, il pourra être alors là semi-automatisé, je pense. Donc, il faut un processus qui puisse vraiment qualifier assez rapidement à qui on a affaire. Donc, il faut effectivement que l'expérience soit fluide. Il faut qu'elle soit omnichannel. Le client peut se trouver sur son mobile, sa tablette, l'ordinateur, n'importe où, même un terminal dans une banque d'ailleurs, et s'onboarder et voilà, faire ce qu'il a à faire. On a aussi observé un petit changement au niveau de la consommation des produits financiers. Ça veut dire que dans le passé, on souscrivait à une institution financière, on consommait dans cet univers-là. Aujourd'hui, maintenant, on consomme en ligne, on va consommer un produit financier par un provider, l'autre par une fintech, l'autre par encore un deuxième provider. Donc, en fait, il est de plus en plus important de faire un KYC rapide parce que les clients sont vraiment impatients, en fait. Et il y a une autre notion, naturellement, donc j'ai parlé d'omnichannel, mais aussi omniproduit. Et là aussi, les investisseurs, enfin les clients veulent de plus en plus consommer des produits nouveaux. Et je pense que dans ce cas-là, il y a les crypto-actifs et il y a aussi les crypto-devises qui sont en partie très à la mode, comme tu le disais préalablement, l'augmentation de leur cours, etc. Mais rien que ce type d'actifs-là, précisément, il suscite des nouvelles interrogations, en fait, des nouveaux challenges aussi pour les Alors, juste avant de développer un peu la partie crypto-asset, je voulais dire une chose, c'est que les clients, ils s'identifient aussi. Enfin, il faut aussi le processus de KYC en ligne. Je m'explique. Et notamment dans le domaine des crypto-actifs. Les clients, on ne les rencontre plus. Les clients s'identifient en ligne en envoyant une copie électronique de leur document d'identité. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. Je m'explique. Dans le domaine des fonds, par exemple, on reçoit encore beaucoup de fax, de copies de cartes d'identité, de passeports, et on va demander à ce que ces documents-là soient certifiés. Très souvent, certifiés conformes par un notaire, un avocat, officier de police, justice of peace, enfin, vous savez de quoi je veux parler. Alors, dans le domaine des cryptos, des plateformes d'échange, des cryptos, eh bien, les documents d'identité, alors ils sont toujours demandés aux clients, mais ils ne sont plus certifiés. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus certifiés? C'est parce qu'il y a maintenant d'autres moyens
pour attester, je dirais, de l'authenticité d'un document, d'un scan, un scan d'une copie d'une carte d'identité ou d'un passeport. Alors, il y a des solutions technologiques qui existent. Moi, je me rappelle en avoir utilisé un certain nombre pour vérifier l'authenticité d'une copie d'un passeport ou d'une carte d'identité. Et c'était même beaucoup plus fiable que d'avoir recours à un notaire ou un avocat qui, lui, voit une copie de carte d'identité, il regarde si la personne ressemble un petit peu, hop, il met un tampon, tac, le truc est certifié conforme. Alors que c'est peut-être un faux document d'identité, parce que vous le savez, on peut acheter sur le dark web, alors on parlera peut-être du dark web tout à l'heure, on peut acheter des faux documents d'identité. Moi, j'en ai déjà vu. Je vais très souvent sur le dark web aussi pour voir un petit peu ce qui s'y fait. On peut acheter des faux documents d'identité et je peux vous parier que si vous envoyez ça à la plupart des établissements financiers, personne ne verra la différence. Il faut des outils très spécifiques pour détecter un faux document d'identité en ligne. Et le process… En amont, oui. En amont. Et le process de digitalisation, ça passe aussi par ça. Alors, qu'est-ce qui est spécifique aux cryptoactifs, à ton avis, Stéphane? Qu'est-ce qui fait que ça crée des nouveaux challenges pour les acteurs de la finance? Déjà, c'est la nature du produit, parce qu'on ne sait pas très bien comment l'appréhender. C'est quoi un cryptoactif? C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Il y a une blockchain sur laquelle les cryptoactifs vont s'échanger. Donc, ça signifie que, en tant qu'établissement financier, si votre client il tire une partie substantielle de sa fortune des cryptoactifs, vous devez être capable de savoir si ces cryptoactifs ils proviennent du dark web ou pas. C'est-à-dire, est-ce que ces cryptoactifs ils proviennent d'une activité illégale ou pas? Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Alors déjà, peut-être une réflexion peut-être préliminaire, je dirais, alors, le dark web. Alors, tout le monde en parle, c'est quoi le dark web? Bon, vous prenez la structure de l'Internet. L'Internet, vous avez à peu près 10% de l'Internet qu'on appelle le clear web. C'est-à-dire que ce sont des pages qui sont indexées par des moteurs de recherche. Alors, vous utilisez Google, par exemple, pour surfer pour chercher quelque chose. Là, vous êtes sur le clear web, des pages qui sont indexées. Vous allez sur le journal Le Monde, par exemple, pour voir les informations. Vous êtes sur le clear web, ce sont des pages indexées. Donc ça, c'est 10% de l'Internet. Les 90% de restants, c'est ce qu'on appelle le deep web. Donc ce sont des pages qui ne sont pas indexées, ou encore ce sont des pages qui font partie de l'intranet interne de certaines sociétés. Et une toute petite partie, en fait, du deep web, environ 1%, c'est ce qu'on appelle le dark web. C'est-à-dire des pages également non indexées, sur lesquelles il y a des services illégaux qui vont être proposés. Alors, illégaux ou encore, vous avez des forums d'échange dans des juridictions comme par exemple l'Iran, pour ne prendre que celle-là, où vous avez des gens qui vont échanger des messages pour promouvoir la démocratie, par exemple. Donc, il n'y a pas que du mauvais sur le dark web, il y a aussi des gens qui échangent des messages intéressants et en faveur de la démocratie. Et donc, pour explorer le dark web, il faut des outils spéciaux. Et lorsque vous êtes un établissement financier, que vous avez un client qui a une fortune qui provient des crypto-monnaies, il faut que vous soyez capable d'explorer le wallet, donc le wallet électronique sur lequel cette personne-là a ses crypto-monnaies, pour voir si ce wallet il a été en connexion ou pas avec le dark web. Et pour ça, il y a des outils qui existent. Donc là, on pourra vous donner, si vous voulez, des outils existants. Mais ça, c'est très important d'intégrer ensuite cela dans votre workflow KYC. Donc, il faut vraiment intégrer des nouvelles sources d'informations, effectivement. Ouais. Voilà. Donc, on va passer au prochain sondage, en fait, avant de passer un peu aux technologies qui peuvent aider à moderniser le KYC. Donc, si vous regardez au niveau du sondage, donc la question est assez simple. En fait, on a étudié un peu le marché. Donc, combien de temps est-il nécessaire pour qu'un nouveau client puisse commencer à consommer des services financiers en ligne? On va ajouter ça. Donc, il y a 3 réponses possibles, effectivement. Donc, en 1 minute à 1 heure. En moyenne, donc ça dure des minutes à 10 jours, ou alors de 3 minutes à 180 jours. Voilà. Donc, on voit les votes qui avancent. Voilà. Bon, il y a un consensus qui se forme donc sur effectivement le fait. Alors, réponse à la question préalable, c'est bien 420 milliards le coût annuel. Donc, en fait, le KYC est quelque chose qui est de très cher, notamment la partie collecte d'informations. Et effectivement, pour cette question-là, il y a encore quelques réponses qui arrivent.
Ah, voilà, changer d'avis. C'est bien, c'est très large en fait. Donc, l'expérience d'onboarding qu'on a étudiée est entre 3 minutes et 180 jours. Parfois, oui, des cas extrêmes de gens qui doivent attendre vraiment 6 mois avant d'avoir accès aux services financiers auxquels ils veulent accéder. Voilà. Donc, je propose maintenant qu'on passe un peu aux technologies en fait qui peuvent favoriser le KYC, le digitaliser. Une des grandes pierres en fait là-dedans, naturellement, c'est l'automatisation. Hein. La collecte d'informations coûte presque parfois plus de 60% du temps du KYC. Et là, l'automatisation est clairement une solution qui permet de finalement faire en sorte que les équipes compliance se focalisent sur cela où elles ajoutent pas mal de valeur, ça veut dire l'analyse de l'information et pas sur des collectes et des rappels. Je pense que tu partages cette vue aussi, Stéphane. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, quand on réfléchit à qu'est-ce que c'est finalement que la digitalisation? Alors, il y a toujours beaucoup d'interprétations sur ce que c'est que la digitalisation. Par exemple, voilà, j'ai la liste de mes bénéficiaires économiques, les BE de mes clients. Bon, voilà, je vais tous les mettre sur un fichier Excel. On peut aussi dire que c'est de la digitalisation parce que c'est aussi porter les informations que j'ai sur un fichier électronique qui sera ensuite exploitable. Mais la digitalisation, c'est aussi, comme Franck le disait, c'est je dirais, automatiser les process. Et moi, il me venait une réflexion, c'est que à partir de quel niveau d'automatisation vous pouvez considérer que vous avez vraiment digitalisé un process? À partir de quand vous pouvez revenir vers votre comité de direction au conseil d'administration et dire fièrement, ça y est, j'ai digitalisé tous mes process KYC, sans avoir la voix qui tremble, ou encore à partir de quel moment vous pouvez certifier devant votre auditeur interne, externe, ou même votre régulateur, en disant, OK, chez nous, les process KYC, ils ont été digitalisés, sans avoir aussi la main qui tremble avant de signer le rapport. Et ça, c'est un vrai défi, parce qu'à partir de quand on considère ça? Moi, je n'ai pas de réponse absolue à cela. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui en ont, parce que le process de digitalisation, c'est encore quelque chose qui est assez nouveau. Mais je crois que, et comme le soulignait Franck, la digitalisation, c'est quoi? C'est vraiment avoir un processus qui vous permet d'automatiser votre approche basée sur le risque. Parce qu'au fond, le KYC, la raison pour laquelle on collecte la documentation KYC, copie de carte d'identité, où se trouve la personne, qu'est-ce que la personne fait pour vivre, d'où provient les fonds de la personne. La raison pour laquelle on collecte toutes ces informations-là, c'est pour faire une analyse de risque. Et donc, la digitalisation des process KYC, c'est ça. Pour moi, c'est l'analyse du risque. C'est synthétiser l'ensemble des informations qu'on a reçues pour pouvoir avoir une vision d'ensemble de risques présentés par l'ensemble des contreparties ou par telle ou telle contrepartie. Pour moi, c'est ça la digitalisation. Et à partir du moment où vous avez un système qui vous permet de collecter toutes ces informations-là et d'avoir des critères automatisés, des critères que votre algorithme ou votre outil va utiliser pour qualifier l'ensemble des documents qui auront été reçus, pour dire voilà, tel document, ça vaut 3 points, tel pays, ça vaut 4 points, telle structure, ça vaut 6 points. Hop, à la fin, on a 15 points. 15 points, voilà, c'est high risk, low risk ou medium risk. À partir du moment où vous avez mis en place ce genre de processus, là, vous commencez à digitaliser vos processus KYC. Donc, pour moi, c'est là que ça commence et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez dire fièrement à votre régulateur, au comité de direction, au conseil d'administration, là, j'ai automatisé mon process KYC et là, eh bien, mon process KYC, il va commencer à coûter moins cher parce que je l'aurai digitalisé. Oui, tout à fait. Alors, il y a des outils, par exemple, qui permettent la collecte automatique d'informations, notamment, je pense à des accès à des registres, etc., sur des sociétés qui veulent s'enregistrer, effectivement. Des outils qui permettent aux clients de faire un onboarding 100% digital en ligne, etc. Donc tout ça, ça existe. C'est vrai que pour une société qui veut finalement créer une relation financière, de finalement pointer, de dire voilà, je pointe à travers un numéro de TVA ou un autre numéro de référence vers des registres qui permettent de tirer l'information automatiquement. Elles viennent de la source, ce sont les originaux, donc on n'a pas joué avec, etc. Qui permettent de populer automatiquement les matrices en fait de l'équipe compliance, etc. C'est un gain de temps énorme. Ça sécurise aussi le processus. Après, il y a aussi une autre piste, c'est naturellement, donc ça c'est la partie automatisation qui est un bloc vraiment important. Donc, et puis il y a aussi une autre composante technologique, naturellement, c'est l'intelligence artificielle. Alors, tout le monde en parle.
il y a plusieurs aspects liés à ça. Tu parlais préalablement de l'analyse des cartes d'identité. Il est clair qu'aujourd'hui, même quand on va on va moins aux aéroports, mais quand on passe une douane, la première chose que font même donc les pros du métier, c'est qu'ils mettent la pièce d'identité sur un scanner, qui va ensuite, avec des algorithmes, et comparer les éléments de la machine readable zone et d'autres éléments, en fait, au niveau de la coloration et de la structure de la pièce d'identité, et pouvoir dire, bon voilà, avec un niveau de certaineté, tant de pourcents, cette pièce d'identité est en fait véridique. Un niveau de détail que l'œil humain ne pourra même pas atteindre. Donc ça, c'est un élément, c'est un exemple d'application d'intelligence artificielle. Et l'autre revient à ce qu'on a dit préalablement. Une fois qu'un client est actif, on a des tonnes de flux d'informations, effectivement, qui passent et qui peuvent permettre, quand on les analyse, mais d'une façon grâce au machine learning, de faire émerger des éléments suspicieux. À nouveau, il n'est pas imaginable aujourd'hui que sur un échange ou dans une banque, quelqu'un regarde un flux d'informations. Donc, il faut qu'il y ait, sur base de certaines règles, des machines qui observent et qui font émerger, effectivement, d'un côté, ce qui peut être suspicieux. Et là où l'intelligence artificielle peut aider, c'est que dans la mesure où elle distingue des nouvelles façons d'agir, on appelle ça des anomalies, en fait, elles peuvent détecter ça, surtout que les gens qui fraudent ou font du blanchiment deviennent de plus en plus malins, ils font du smurfing, c'est-à-dire tout plein de petites transactions, ils travaillent en réseau, donc à plusieurs, et c'est là, en fait, où grâce à ces outils-là, on peut faire émerger très rapidement, sans perdre trop de temps, des nouvelles activités suspicieuses. Alors, disons, sur l'intelligence artificielle, moi j'ai une vision qui est peut-être plus pessimiste par rapport à ça, parce que j'ai vu pas mal d'outils qui indiquaient utiliser l'intelligence artificielle et tout ça. J'ai jamais été très convaincu, parce que l'intelligence artificielle, je crois que c'est un terme un petit peu galvaudé. Beaucoup utilisent le terme intelligence artificielle pour présenter des outils derrière lesquels il y a un moteur Excel un petit peu plus sophistiqué. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire attention lorsque on parle d'intelligence artificielle. Et à ce stade, alors, moi, j'ai discuté avec certaines sociétés, des très grandes banques de la place de Luxembourg, ou même internationales, qui commencent à se tourner vers l'IA pour faire du monitoring de transactions suspectes. Et en fait, ces banques-là m'ont indiqué que déjà pour apprendre à la machine à identifier des scénarios, il fallait déjà plusieurs années. Parce qu'il faut en fait traduire vos scénarios dans des choses qui sont facilement compréhensibles par une intelligence artificielle. Et ce processus-là, il prend énormément de temps. Il peut prendre des années avant qu'on ait une première injection des données dans l'IA, et ensuite il faut faire du testing. Donc l'intelligence artificielle, je pense qu'on est encore loin d'utiliser des IA pour vraiment spotter les transactions suspectes, comme on peut voir dans des films ou ce genre de choses. Moi, je crois très très fort à des process très automatisés, donc qui ne font pas appel à l'IA, mais des process automatisés avec des matrices, avec des pondérations, des pourcentages, avec des matrices et des critères. Moi, c'est quelque chose auquel je crois très très fort. Je crois que l'IA, on y viendra, mais pas maintenant. Je crois que pour l'instant, on est plutôt encore dans des fichiers Excel très sophistiqués, avec des bases de données qui sont intégrées les unes les autres, qui se répondent les unes aux autres, pour avoir une bonne approche sur le risque. Ouais. Effectivement, on ne peut pas appeler tout et n'importe quoi IA. Donc, si j'ai une règle qui dit payer X, c'est pour nous un payer rouge, on est très loin de pouvoir dire que c'est l'IA. Effectivement, c'est quelque chose d'émergent. On pense que c'est par contre inévitable et que la puissance est vraiment augmente de plus en plus dans ce domaine-là, que ça va créer une opportunité en termes de détection, en tout cas de fraude, etc. Parce qu'à nous, clairement, vu les millions de transactions qu'on voit passer, c'est humainement très, très difficile. Après, il y a d'autres éléments, effectivement, qui entrent en compte. Et je pense que, voilà, je me penche de nouveau vers les cryptos, ou les nouveaux produits financiers en général, d'ailleurs, en fait. Quel est leur impact, en fait? Est-ce qu'il faut, du coup, modifier un peu les informations qu'on demande à un client qui veut travailler dans ce domaine? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour dire à un client, OK, tu veux acheter des cryptos à travers nous, qu'est-ce qu'on va te demander en plus? Qu'est-ce qu'on va mettre en place en plus, en fait, pour protéger le client derrière aussi, mais protéger la banque?
Bonne question. Je crois que là, il y a plusieurs pistes. Lorsqu'on a un client qui est lié au crypto, qui tire une partie de sa fortune de la vente de crypto-monnaies, soit on achète un logiciel pour explorer le dark web, plutôt pour contrôler le wallet du client pour savoir s'il a été exposé au dark web. Donc ça, on peut le faire. Et je pense qu'à terme, beaucoup de banques vont devoir investir là-dedans. Mais pour l'instant, parce que c'est très technique, en fait, l'exploration du dark web, il y a des logiciels qui sont intéressants, mais ça reste quand même... C'est un métier, quoi. C'est un job à part entière. Donc, ce que je vois beaucoup, ce sont des banques, des établissements financiers qui vont nouer un partenariat avec des plateformes d'échange. Et en fait, c'est la plateforme d'échange qui va faire un contrôle du wallet pour voir si le wallet a été en connexion avec le dark web et qui va ensuite retourner l'information à la banque pour dire « Ok, c'est bon, on a vérifié, il n'y a pas de problème avec le dark web ». Pourquoi? Parce que les plateformes d'échange, et moi j'ai travaillé pour une des plus grosses plateformes d'échange au monde, il y a les outils qui existent. Les outils, il y a le personnel, il y a la compétence, et on sait comment faire, et on sait quoi regarder. Pour une banque, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un nouveau domaine. Donc, soit les établissements financiers vont acheter des logiciels et puis former leurs équipes et puis se familiariser, ou alors nouer des partenariats avec des plateformes d'échange pour en fait outsourcer le contrôle. C'est un petit peu ce que je vois dans un premier temps. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'en fait, il y a une analogie un peu avec le monde des opérateurs téléphoniques. Et il y a effectivement des numéros dont on sait qu'ils de téléphone qui ont été utilisés pour des activités frauduleuses, etc. C'est d'ailleurs fait partie de plus en plus maintenant aussi, comme le mobile est très important dans la consommation de produits financiers. Il y a des modules qui permettent d'analyser en fait donc et de scorer des numéros de téléphone et voir donc s'ils ont un passif. Et donc on peut faire donc la même chose avec une adresse finalement de wallet, en fait, de crypto-adresse, effectivement. On peut voir où elle est générée. Ça veut dire que certains échanges génèrent des wallets, en fait, des crypto-adresses, effectivement, pour leurs clients. Donc, on sait ça, ça facilite déjà un peu la donne parce que, comme tu le disais, les échanges peuvent effectivement faire leur contrôle et ils sont donc supervisés eux-mêmes. Il y a des adresses qui sortent de nulle part, effectivement, un wallet que quelqu'un s'est créé, etc., quelque part. Donc, voilà, ça crée des éléments de suspicion. Alors, peut-être qu'il y a aussi un impact lié au type de cryptoactifs, en fait, que les gens utilisent, parce que ce ne sont pas tous les mêmes. Certains m'ont dit que on est parfois un peu plus à l'aise avec un Bitcoin qu'un Monero, par exemple. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de transactions, enfin de monitoring des transactions sur des crypto-assets, donc on parle du monitoring de la blockchain de ce crypto-asset particulier. En fait, chaque crypto-asset a sa blockchain dédiée. La blockchain Bitcoin, la blockchain Zcash, la blockchain XRP, la blockchain Litecoin. Bref, chaque crypto-asset a sa blockchain qui est dédiée. Certaines blockchains, pour certains cryptos, sont entièrement opaques, comme Monero par exemple. Monero, c'est un virtual asset qui est utilisé aussi sur le dark web. Et en fait, la blockchain de Monero, elle est très difficilement pénétrable. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible de savoir si un Monero a été en connexion avec le dark web ou pas. C'est très difficile de faire cela parce que la blockchain, elle est volontairement opaque. Donc, si vous avez un client qui tire une partie substantielle de ses profits de Monero, là, ça sera quand même un red flag chez vous parce que c'est extrêmement opaque et on ne sait pas très bien comment monitorer les transactions qui se passent sur la blockchain Monero. À l'inverse de la blockchain Bitcoin. Alors, il y a... Après, je te redonne tout de suite la main à Franck. Ce qu'on appelle le clustering. Clustering sur la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on va regarder sur le dark web les wallets qui sont liés à certains services illégaux. Par exemple, des services de vente de cocaïne, par exemple. Il y a plusieurs sites sur le dark web qui existent. Et donc, on va identifier toutes les adresses qui sont en connexion avec un site particulier. Et on va faire ce qu'on appelle un cluster.
Et on va définir que là, en fait, on a une masse d'adresses, une masse de wallets qui sont en lien avec un service particulier qui est celui de vente ou d'achat de produits stupéfiants ou encore d'autres activités criminelles. Donc, on va faire le clustering. Et en fait, avec les outils qui sont disponibles sur le marché, on peut savoir si, en fait, un Bitcoin ou une autre crypto-monnaie, eh bien, elle a été en connexion avec tel ou tel type d'activité sur le dark web. Donc, vente de produits stupéfiants, child pornography ou encore d'autres activités illégales. Donc, ça, c'est un élément vraiment important qu'en fait, les outils spécialisés peuvent vous retourner, ou encore si vous avez un partenariat avec une plateforme d'échange, c'est votre plateforme d'échange, elle va pouvoir regarder cela. Et j'ajoute d'ailleurs qu'à Luxembourg, eh bien, la Financial Intelligence Unit, la FIU, sont en train, je crois, de regarder en direction de ce genre d'outils pour eux-mêmes faire leurs analyses du dark web. D'accord. Bon, bah, du coup. Alors, on va passer au dernier sondage et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat ou sur le tab questions. Donc, le dernier sondage touche juste au volume des crypto-devises. Alors, effectivement, la capitalisation donc, actuelle des crypto-devises majeures, elle s'élève à quel niveau? Alors, c'est où 1500 milliards, 500 milliards, 1200 milliards ou 750 milliards. Ça a beaucoup bougé ces derniers jours, donc c'est pas évident de suivre, effectivement. C'est juste pour montrer quelle est l'importance de ce type d'actif. Je vois les votes qui continuent. On va voir tout de suite ceux qui passent beaucoup de temps sur les écrans à suivre. C'est surtout l'évolution du Bitcoin, naturellement, mais les autres. Juste une information pendant que chacun a rempli le questionnaire. Lorsque j'avais commencé à travailler dans le domaine des cryptos, donc c'était en 2016, un Bitcoin valait 479 €, je me rappelle. Donc maintenant, voilà, j'aurais dû investir un peu plus. Oui. Ouais. Et peu de temps après, je crois qu'on était passé à 1000 €. Et moi, j'avais revendu beaucoup de Bitcoin en pensant que ça n'irait jamais plus haut, quoi. Donc voilà. Faut être patient, effectivement. Faut garder la tête froide. Le pari était sur le fait, est-ce que c'est vraiment une vraie disruption en fait du monde de la finance ou pas, et dans quelle mesure, etc. Mais on voit les votes. Alors c'est marrant, c'est équivalent. Bon, actuellement, on est plutôt à 1200 milliards. Effectivement, on était à 1500 milliards encore, on va dire, parce qu'il y a 2 jours en fait. Hein, donc ça a évolué très vite. Donc voilà, je pense en tout cas qu'on a un public qui suit bien ce phénomène actuellement. Alors, on va passer un peu au prochain point. Finalement, c'est le demain. Comment est-ce que tu le vois, Stéphane? Parce que tu parles de spreadsheet Excel, etc. Enfin, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui va rester pertinent. Voilà, je pense que, enfin, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup d'Excel d'ici 5 ans. Mais peut-être que je me trompe, hein, dis-moi. Moi, je crois que les choses avancent assez lentement, en fait. Et je pense que dans 5 ans, on aura encore des gros fichiers Excel. Ils seront peut-être un peu plus sophistiqués, dans la mesure où je pense que dans 5 ans, dans l'Excel, on aura des tableaux croisés dynamiques, des pivots. Et je pense que ce sera déjà une belle évolution, vraiment. Parce que je vois que les choses vont assez lentement en matière de digitalisation, parce que je crois qu'un des plus grands défis auxquels on est confronté, c'est déjà de faire un mapping de toutes les informations qui sont à votre disposition, d'attribuer une valeur à chacune de ces informations, de voir ce que vous pouvez faire avec ces informations et d'être capable de récupérer automatiquement, par le biais d'une API, par exemple, de récupérer automatiquement ces informations. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que dans quelques temps, par contre, les établissements financiers auront la possibilité, vont se brancher directement sur le registre des bénéficiaires économiques qui sont proposés par les chambres de commerce des différents États, se plugger directement sur ces sites-là pour ensuite aller rechercher automatiquement le nom du bénéficiaire économique d'une structure et inscrire cela dans leur système. Je pense que ça, c'est quelque chose auquel on va assister. Ou encore se connecter directement sur des sites genre, je sais pas, Dun & Bradstreet ou d'autres sociétés pour aller rechercher des informations sur une société.
je crois très fort au développement des… L'information à la source, en fait. Hein. Ouais, donc, c'est le client qui viendra, fournira des PDF, perdra son temps à faire ça. Finalement, le client aura juste à dire, bah voilà, oui, tout ce que vous avez collecté sur moi, c'est correct, c'est la bonne source, je certifie, et voilà. Donc, ça, c'est super en termes d'expérience client, déjà. Hein. Oui. Et c'est ce que les clients apprécient, comme vous le savez tous, beaucoup, hein, c'est d'avoir le moins de temps à passer sur le KYC, que ce soit les clients ou encore les Salesforce de vos établissements respectifs. Donc, si vous avez un processus qui est, par l'intermédiaire duquel vous êtes capable d'aller déjà chercher l'information vous-même, sans avoir à la demander au client, je crois que là, il y a un pari qui est à moitié gagné, quoi. Moi, ce que je vois, hein, ce que j'observe, c'est vraiment, je le résume en disant, c'est que le futur, moi, je vois que le KYC va avoir tendance à devenir plus invisible et plus efficace. C'est-à-dire que le client, en s'onboardant, oui, il devra fournir des informations, ou alors peut-être seulement l'autorisation à l'institution financière de collecter ou vérifier des informations. Je dis, voilà, je t'autorise à, maintenant débrouille-toi, hein, comme client, j'ai fait ce qu'il faut. Et d'un autre côté, comme tu disais, vraiment une efficacité accrue au niveau des équipes de compliance qui vont passer moins de temps donc, à faire du manuel et plus de temps à analyser finalement les dossiers qui sont plus complexes, etc. Après, naturellement, la question qui se pose, dans quelle mesure peut-être il y aura aussi un échange d'informations entre les acteurs du monde financier. Le client dira, bah, écoute, va collecter mon information chez telle banque, j'ai déjà un compte, j'ai déjà tout fait, je t'autorise à y aller. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, ce qu'on appelle un peu le KYC distribué? Oui, je crois que c'est quelque chose qui va arriver, sous réserve que les régulateurs puissent évoluer sur le sujet, parce que pour l'instant, les régulateurs ne permettent pas l'échange d'informations entre banques, ou alors intra-groupe. Donc pour l'instant, ça reste encore difficile d'échanger une information entre deux banques sur un client commun. Ça reste encore compliqué, mais je crois que c'est quelque chose qui va arriver. Et avec la mise en place, je crois, de blockchain dédiées au KYC, je crois que c'est quelque chose qui va arriver. C'est-à-dire que vous et moi, on mettra nos informations, par exemple, passeport ou ce genre de choses, ou de documents personnels dans une blockchain. Et cette blockchain, elle sera publiquement accessible. Et là, les banques vont se connecter sur cette blockchain pour vérifier l'authenticité des documents. Là, je crois très, très fort que c'est quelque chose qui va arriver. Et il y a des efforts qui sont déployés en ce sens par les membres du GAFI, par exemple. J'avais participé à une réunion, c'était une réunion du GAFI à Vienne, parce que je suis membre, enfin, je fais partie du GAFI en tant qu'expert pour le secteur privé. Et on avait très, très fort réfléchi à l'utilisation de la digital ID, donc d'avoir vos cartes d'identité dans une blockchain. Donc je pense que c'est quelque chose qui va arriver effectivement, Franck. Ouais. D'accord. Et puis, alors on a affiché notre prochain sondage en même temps, c'est une bonne transition. Donc en fait, selon vous, le public, en fait, quels sont les éléments, en fait, il y a plusieurs réponses possibles, qui caractériseront le KYC de demain, donc plus rapide, plus sécurité, moins cher à mettre en œuvre ou partagé entre acteurs, dans ce qu'on vient de dire. Il y a aussi certains qui disent que finalement le KYC va devenir transparent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le régulateur finalement aura une vue live des plateformes KYC, des transactions, etc. et pourra lui-même en fait en self-service d'une certaine façon voir ce qui se passe et se former son opinion. Tu penses que c'est possible ça en fait, qu'on a un partage quasi en live avec un régulateur plutôt que de faire à titre ponctuel des rapports? Ouais, je crois que c'est le sens. Je crois que ça va dans le sens de l'histoire parce que il y a une pression pour avoir une transparence qui est de plus en plus accrue. Et je crois qu'effectivement, avoir pour les régulateurs la possibilité d'aller comme ça piocher dans une masse d'informations qui sera mise à disposition par les établissements financiers, je crois que c'est inévitable. Je crois que c'est inévitable. Je crois qu'il y a, bien entendu, il y aura toujours une certaine réticence de la part des clients pour que ce processus se fasse. Il y a également des considérations en matière de protection des données à caractère personnel. Mais à partir du moment où cette recherche d'information elle est motivée par la détection de la criminalité financière, ben là, on a une exception en fait, qui est prévue par le GDPR, le règlement GDPR. Et donc, les régulateurs et également les Financial Intelligence Unit auront la possibilité d'aller piocher dans ces informations. Je crois que ça va dans ce sens. Et il y a aussi une réflexion sur la question de la digitalisation du process KYC. Je crois qu'on sera tous amenés, tôt ou tard, à intégrer
des données genre ce qu'on trouve sur Facebook, Twitter ou sur des réseaux sociaux. Parce que ça va aussi faire partie de la connaissance du client, du background du client. Je peux vous donner un exemple. Lorsque j'étais dans le secteur des crypto-monnaies, on utilisait beaucoup, pour certains clients, Facebook, pour voir un petit peu ce qui était publié par le client, ou encore Twitter. Et on a eu des surprises sur certains clients qui publiaient un certain nombre de messages. Vous avez compris le type de message qui pouvait être publié. Et ça nous a vraiment donné des signaux d'alerte très, très importants. Et je crois que on est dans un monde de plus en plus ouvert. Et je pense qu'un jour, on aura un grand scandale de blanchiment. Et en fait, il y avait déjà des informations qui étaient disponibles sur Facebook ou sur tout type de médias sociaux. Et le régulateur ou les autorités de surveillance vont dire « Mais vous avez loupé ça? C'était disponible. Vous avez loupé cette information-là, vous n'avez pas vu ?» Et je crois qu'il y a une pression de plus en plus forte qui va nous pousser, nous tous, à aller chercher des informations qui vont aller au-delà de la carte d'identité, ce genre de choses, pour nous intéresser plus vraiment au contexte du client, au background du client, pour encore faire notre analyse de risque. Donc, on va enrichir les sources d'informations qui vont servir au KYC, ou le célèbre derrière profil Facebook où il n'y a rien du tout qui se passe et on se demande si la personne existe en fait. Hein, ça, c'est fréquemment cité en disant ils ont créé un profil pour faire semblant d'avoir une identité, etc. Je pense que c'est une bonne transition. Alors, on a vu la réponse des sondages. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse, hein, mais bon, on voit que donc il y a pas mal d'optimisme sur le KYC partagé et surtout plus rapide. Et c'est sur la rapidité, effectivement, c'est là que les outils techniques et digitaux permettent vraiment d'avoir un impact très signifiant. Donc, c'est une réponse très intéressante de notre auditoire. Après, donc, en fait, on va passer un peu vers les questions. Là, une première question qui vient d'arriver, qui s'insère pas mal dans notre fin de discussion, dit voilà, comment les régulateurs en fait accueillent-ils ces nouvelles technologies? Est-ce que là, tu as l'impression, Stéphane, qu'ils sont ouverts, qu'ils favorisent ça, qu'ils sont proactifs? Alors, de quel régulateur on parle? Enfin, dans quel pays? Alors, si on regarde un peu au Luxembourg ou en France, je crois qu'il y a un appétit pour les nouvelles technologies parce que les régulateurs sentent que ça va faciliter la tâche de tous et que voilà, il faut aller dans ce sens. Donc, il y a à Luxembourg, il y a un département IPIG, nouvelles technologies, donc Innovation Payment, qui est un département excellent, un département de la CSSF à Luxembourg, qui est très axé sur les nouvelles technologies. Donc, je crois qu'il y a une ouverture sur le sujet. Donc, oui, les nouvelles technologies, je crois qu'elles sont accueillies assez favorablement par les régulateurs parce que les régulateurs sentent que les administrés vont de plus en plus dans ce sens. Donc, les régulateurs s'adaptent et suivent le mouvement. Donc, oui, je crois qu'il y a, du moins pour la France et le Luxembourg, peut-être aussi la Belgique, je crois qu'il y a un appétit, il y a une bonne compréhension. J'ai vraiment vu un saut peut-être pas quantique, mais un saut qualitatif en tout cas, avec un certain nombre de régulateurs qui, depuis quelques années, commencent à comprendre comment fonctionne une blockchain, par exemple. Donc, ouais, je crois qu'il y a une belle progression. Ouais. Et ça, effectivement, en plus, certains régulateurs ont même publié des directives ou des circulaires à cet égard. Donc, je pense au régulateur suisse qui, en 2016, déjà a publié quelque chose sur le video onboarding, qui a inspiré pas mal de régulateurs en Europe ensuite. Donc, il y a une activité de ce côté-là. Après, je reçois une autre question, en fait. Les crypto-actifs sont un produit de niche. Quand seront-ils devenus la norme? Quand est-ce que le KYC d'un crypto sera devenu quelque chose que toutes les banques de ce monde... Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense pas il y a certaines institutions spécialisées là-dessus, mais je ne pense pas que chaque banque soit en mesure de faire du KYC pour aller dans les cryptos actifs. Alors, dire que c'est un produit de niche, de moins en moins, parce qu'on voit de plus en plus d'institutionnels qui investissent dans les cryptos, qui ont un rôle de nominee, en fait, qui vont investir pour compte de leurs clients dans les crypto-actifs. Donc, je crois que c'est de moins en moins un produit de niche. Je crois qu'il y a de plus en plus d'institutionnels qui s'intéressent à ça. Il y aura de plus en plus de produits synthétiques qui seront basés sur les cryptos qui vont être lancés sur le marché.
Donc, quand est-ce que ça va devenir, je dirais, un peu plus mainstream? Si je le savais, je serais extrêmement riche. Mais blague à part, je crois que c'est lorsque, et c'est peut-être le sens de ton observation, Franck, je crois que lorsque les établissements financiers auront la capacité d'explorer correctement, de traiter correctement les crypto-assets, parce qu'ils auront les outils, et parce qu'il y aura une bonne compréhension au niveau des comités de direction de ce que c'est que la blockchain, de ce que sont les crypto-assets, je pense que là, ça va vraiment se développer. Parce que ce que j'ai beaucoup vu, c'est que très souvent, dans beaucoup d'établissements financiers, vous avez le business, vous avez les départements d'innovation de banques qui comprennent vraiment ce que c'est que les crypto-assets. Par contre, au niveau des comités de direction, ça coince un peu plus parce qu'on voit beaucoup les risques. Et tant qu'il n'y a pas eu une pédagogie de la part des compliance officers et des risk managers pour expliquer ce que c'est que les crypto-assets à leur comité de direction, lors des comités d'audit, et compliance, ce genre de choses, je crois que ça sera toujours un peu lent parce qu'il n'y aura pas de compréhension au niveau top management des risques et de comment faire du risk mitigation. Je crois que la question, elle passe par la pédagogie. D'accord, ok. Donc, je me permets de résumer certaines choses. Donc, bon, le challenge est clairement important pour l'industrie financière et aussi pour être compétitif face aux clients. Des pistes donc clés pour améliorer ça, donc c'est l'automatisation, notamment de la collecte d'informations, mais aussi en fait tout ce qui fluidifie le processus et les informations. Et la pédagogie, donc en fait, il faut vraiment former les gens qui travaillent dans la compliance, mais aussi autour de la compliance, pour qu'ils intègrent et les nouvelles technologies, mais aussi les nouveaux types d'actifs auxquels on va pouvoir appliquer ces nouvelles technologies. Ouais. Donc, je voulais clôturer là-dessus. Stéphane, merci beaucoup, en tout cas, de tes apports. C'était vraiment très enrichissant. Merci d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas, on vous enverra une présentation, vous aurez nos contacts dessus. Si vous avez des questions de suivi, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, nous vous souhaitons une bonne suite, une bonne journée et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.